qu'il est difficile d'indiquer d'une manière certaine le moyen de réveiller un peuple qui sommeille pour lui donner des passions et des lumières qu'il n'a pas. Persuader aux hommes qu'ils doivent s'occuper de leurs affaires est, je ne l'ignore pas, une entreprise ardue. Il serait souvent moins malaisé de les intéresser aux détails de l'étiquette d'une cour qu'à la réparation de leur maison commune. C'est beau, ça n'est pas de moi. C'est beau, c'est Tocqueville lui-même qui écrit ces lignes à la fin du 5e chapitre de La démocratie en Amérique. Réveiller un peuple qui sommeille, réveiller les citoyens. Il y a quelques semaines, je pensais avoir le plaisir de débattre de ce beau sujet avec mon ami Bernard Cazeneuve, au début d'une saison estivale où nous ne serions pas encore écrasés par la torpeur et à l'annonce d'une trêve olympique qui venait apaiser les esprits. Et nous voilà aujourd'hui. Pas de Bernard Cazeneuve, que je salue avec amitié, une torpeur estivale toute relative, mais c'est la Normandie, et une trêve olympique qui n'en finit pas de se faire attendre. Réveiller les citoyens peut-être, mais nous nous trouvons entre deux tours d'une élection législative qui a été marquée par une participation exceptionnelle, bien supérieure à ce à quoi nous nous étions habitués, et par un message politique qui, au fond, voulait souvent dire non pas « citoyens, réveillez-vous », mais bien « nous sommes bien réveillés, responsables politiques, réveillez-vous ». Mais si on regarde avec lucidité les résultats du premier tour de l'élection législative, on peut bien souvent lire ce message qui nous est directement adressé. Alors je voudrais faire quelques réflexions très rapides et qui ne prétendent pas à la théorie politique sur cette question du « réveillez-vous ». D'abord pour dire que c'est, comme je le disais en introduction, un thème très tocquevillien. Tocqueville a des longues pages, je voudrais en citer quelques-unes, parce qu'après tout, il faut toujours revenir aux grands auteurs, sur les dangers pour la démocratie de l'apathie démocratique. L'apathie, la caractéristique du caractère, pas le journaliste. Je voudrais citer Tocqueville. On ne peut pas dire d'une manière absolue et générale que le plus grand danger de nos jours soit la licence ou la tyrannie, l'anarchie ou le despotisme. L'un et l'autre est également à craindre et peut sortir aussi aisément d'une seule et même cause qui est l'apathie générale, fruit de l'individualisme. C'est cette apathie qui fait que le jour où le pouvoir exécutif rassemble quelques forces, il est en état d'opprimer et que le jour d'après, où un parti peut mettre 30 hommes en bataille, celui-ci est également en état d'opprimer. Ce qu'il est important de combattre, c'est donc bien moins l'anarchie ou le despotisme que l'apathie qui peut créer presque indifféremment l'un ou l'autre. Cet endormissement démocratique, cet endormissement individuel, voilà ce que Tocqueville désigne, nous le savons, comme le plus grand danger de la démocratie, ou plus exactement le plus grand danger pour la démocratie. Et je cite, et ce sera l'avant-dernière fois que je cite Tocqueville, dans un article publié dans la revue des Deux Mondes en 1840, qui me paraît intéressant pour notre époque. Si les citoyens continuent à se renfermer de plus en plus étroitement dans le cercle des petits intérêts domestiques, je tremble, je le confesse, qu'ils ne se laissent enfin si bien posséder par un lâche amour des jouissances présentes que l'intérêt de leur propre avenir et de celui de leurs descendants disparaissent et qu'ils aiment mieux suivre mollement le cours de leur destinée que de faire au besoin un soudain et énergique effort pour le redresser. L'isolement dans le cercle des petits intérêts domestiques. On ne parle pas de réseau social, on ne parle pas d'enfermement dans la bulle médiatique, mais on n'est pas très loin néanmoins. Alors le réveil auquel Tocqueville nous invite, et plus exactement le risque qu'il dénonce dans l'endormissement, implique un réveil, et je voudrais commencer par dire que si je parlais en anglais, je parlerais de réveil en utilisant une expression qui n'est, je crois, pas le sens que Tocqueville donne au réveil démocratique qu'il appelle. Le wokisme est sans doute une forme de réveil, puisque littéralement, c'est de citoyens éveillés
dont on parle, mais il est bien évident que ce n'est pas à cela que nous invite Tocqueville et que ce n'est pas à cela que je nous inviterai aujourd'hui. Dans son refus de la nuance et de la contextualisation, dans la puissance de son idéologie qui vient déformer les faits pour servir la pensée plutôt que l'inverse, dans son adoption systématique de la culture de l'annulation, la cancel culture, il est, à mon avis, au moins autant un endormissement du débat, une conformité de la pensée qu'un réveil démocratique. Et je m'en serais voulu de ne pas dire cela, parce que ça me fait du bien, et que comme c'est la fin d'une campagne électorale qui a été longue, enfin courte, mais difficile, ça fait du bien de se faire plaisir. Donc il ne s'agit pas de voir dans le wokisme le réveil démocratique, je ne le crois pas. Il s'agit de revenir à la source de ce que nous dit Tocqueville et de voir les conditions qui permettent un réveil démocratique. Et j'en vois au moins 3 qui sont difficilement atteintes aujourd'hui. La première, c'est d'essayer collectivement de produire un débat public de qualité. Et nous avons fort à faire, car le débat public aujourd'hui est d'une qualité médiocre. Une bonne part de la responsabilité de cette médiocrité tient sans doute à ceux qui l'animent le plus, les responsables politiques. Peut-être les médias, en structurant d'une façon ou d'une autre le débat public, portent-ils aussi une partie de la responsabilité. Je le dis avec prudence, mais je le dis néanmoins en pensant qu'il y a là un sujet. Peut-être la structuration de ses propres médias en une partie consacrée à des systèmes d'information continue, à la recherche du spectacle et du clash permanent, à des réseaux sociaux qui enferment beaucoup plus avec du toujours pareil qu'avec du différent. Bref, nous sommes en train de construire un débat public fait de postures, fait d'excessifs, qui, je le crois, nuit à la prise en considération et à l'éclaircissement du débat public. Une journaliste anglo-polonaise, Anne Applebaum, a écrit un très beau livre qui s'appelle « The Twilight of Democracy ». Exactement. Tout à fait ça. Absolument. C'est-à-dire que vous l'avez dit avec un accent qui est meilleur que le mien, je le confesse. Je le confesse. Mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et dans ce livre, Anne décrit, donne des exemples, au Royaume-Uni, en Pologne notamment, de l'affaissement du débat public et de son impact sur l'avènement de régimes qui sont plus autoritaires que démocratiques. Et elle montre bien, je trouve que c'est la fois où je l'ai vu le mieux démontrer, que dès lors que le débat public ne permet plus à ceux qui assument une forme de complexité et qui défendent une forme de nuance d'être entendus et compris, alors, mécaniquement, en dynamique, on bascule d'un système qui choisit plutôt la démocratie à un système qui privilégie plutôt l'autorité. On voit donc que derrière ces appels à la qualité du débat public, il n'y a pas simplement une espèce de fair-play intellectuel ou de snobisme presque dépassé. Il y a, de fait, une condition essentielle de la démocratie. La démocratie, c'est chacun d'entre nous, chaque concitoyen, quel que soit son parcours, quelles que soient ses compétences, ses connaissances, son expérience, a une part de la souveraineté nationale, qu'il peut décider ou contribuer à sa place par son vote à la souveraineté nationale. Et la seule condition de cela, ce n'est pas de savoir s'il paye ou pas des impôts, ce n'est pas de savoir s'il a fait ou non des études, ce n'est pas de savoir si c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un qui ne serait pas bien, c'est qu'un débat éclairé lui permette, en connaissance de cause, de faire un choix. Pas de débat éclairé, pas de démocratie. Et pour réveiller le citoyen, il faut que nous fassions vivre un débat éclairé. J'y insiste. La deuxième condition du réveil démocratique, c'est de privilégier ou de s'engager dans une forme d'action collective. Action collective qui n'est pas nécessairement une action politique collective, mais qui doit être une action collective. Pendant longtemps, l'action collective a été politique, mais elle a été syndicale, elle a été associative. Elle existe toujours, c'est vrai, mais nous voyons bien que les grandes actions collectives, portées par un récit non pas nécessairement partisan, mais politique, c'est-à-dire sur la façon de voir la société, ces grandes aventures collectives peinent à trouver des moteurs nouveaux, peinent à trouver des incarnations nouvelles, que bien souvent, l'épanouissement est perçu comme une aventure individuelle beaucoup plus
que comme un accomplissement collectif. La troisième condition du réveil démocratique, c'est de réussir à trouver, et c'est un exercice extrêmement difficile, vraiment, des nouvelles formes de participation citoyenne. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Président, à juste titre, que la démocratie, ça ne pouvait pas être simplement une élection tous les 5 ans. L'exercice du droit de vote à intervalles réguliers, ou pas réguliers d'ailleurs, ça dépend, parfois c'est pas régulier. Ça doit être autre chose, une forme de participation citoyenne. Et depuis très longtemps, en France, nous cherchons les voies et les moyens d'associer le citoyen à la prise de décision. C'est assez facile au niveau local, ou plus exactement, c'est plus facile au niveau local qu'au niveau national, mais nous voyons bien que nous butons sur ces nouvelles formes de participation citoyenne. Lorsque j'étais Premier ministre, Jean-Michel s'en souvient, l'idée d'une convention citoyenne dans laquelle des concitoyens tirés au sort et choisis au hasard pourraient venir débattre comme s'ils étaient parlementaires sans lettres pour proposer un certain nombre d'éléments que le Parlement pourrait venir ensuite débattre. C'est une tentative. Je ne peux pas dire qu'elle m'est totalement convaincue, pour être parfaitement honnête, mais c'est une tentative qui s'inscrit dans un exercice plus large et qu'il faut donc prendre au sérieux, de reconstitution de moyens pour permettre aux citoyens de participer à la décision et au débat public en n'étant pas simplement cantonnés tous les 5 ans à l'exercice de son vote. Il y a là, localement c'est certain, et nationalement c'est probable, un champ extrêmement fécond pour réveiller, si j'ose dire, la participation citoyenne et la citoyenneté. La deuxième série de remarques que je voudrais faire, c'est que réveiller les citoyens et permettre à la démocratie de vivre exige, me semble-t-il, une forme d'appel à la lucidité. Et je voudrais, dans au moins 3 domaines, expliquer ce qui me paraît nécessaire de voir si l'on veut raisonnablement faire confiance à la démocratie pour trouver des solutions. Dans 3 champs différents, je crois que nous devons faire appel à notre lucidité et poser un certain nombre de sujets. Le premier champ dans lequel cet appel à la lucidité est indispensable, c'est le champ des affaires du monde. Nous sortons d'une campagne électorale où il n'a été quasiment jamais, remarquez, il a été quasiment jamais question de débat de fond, ce qui est consternant. Mais on a très peu parlé de ce qui se passait dans le monde et qui nous affectait. Or, il se passe des transformations vertigineuses du monde dont nous parlons finalement assez peu dans nos débats électoraux. Les transformations démographiques du monde. Notre démographie mondiale se transforme puissamment et entraîne des conséquences qui sont totalement structurantes pour nos démocraties, pour nos pays, pour notre continent. 1 Européen pour 2 Africains aujourd'hui, 1 Européen pour 5 Africains dans 20 ans ou 30 ans. Une population qui vieillit considérablement en Europe et en Chine et qui va forcément trouver dans ce vieillissement des conséquences massives et des populations qui, ailleurs, au contraire, restent très jeunes et très dynamiques. Ce n'est pas simplement 1 pour 1, c'est 1 pour 5 avec un vieillissement d'un côté. La transformation démographique, elle structure le monde de demain. Et nous n'en parlons peu et surtout, je crois, nous ne la prenons pas en compte dans nos débats. La transformation technologique, qui est proprement vertigineuse et qui devrait nous inciter à repenser totalement des concepts que nous tenons pour acquis et qui vont connaître des transformations démentielles dans les années qui viennent. C'est vrai des concepts de liberté, des concepts de la réalité de la liberté, de la réalité du travail, l'intelligence artificielle, les biotechnologies, tout ça est en train, c'est pas pour demain, tout ça est en train de transformer massivement des choses avec lesquelles nous vivons tranquillement depuis 200, 300, 400 ans et qui ne vont plus s'entendre, qui ne vont plus être identiques, ne plus s'inscrire dans le même cadre dans les années qui viennent. Quelle est la part de ces transformations dans les débats que nous avons? Je la crois faible et je le déplore. Troisième transformation massive dont nous parlons peu et pourtant dont nous voyons les effets tous les jours, les transformations géopolitiques. La Chine qui se propose de devenir demain la superpuissance dominante et qui se propose de dépasser les États-Unis. Je voudrais vous raconter une anecdote rapide, mais vraie. Lors du premier entretien que j'ai eu long avec le président chinois,
qui est, comme vous l'imaginez, un entretien d'un Premier ministre français avec un président chinois, c'est un exercice assez largement formel. Bon. Mais comme toujours, dans un entretien assez largement formel, il y a des moments où on se dit des choses, et il ne faut pas les rater. Et je me souviens très bien de cette remarque du président Xi qui me dit à la fin de l'entretien, « Vous savez, pendant longtemps, les Américains et les Russes ont porté la voûte de l'univers sur leurs épaules. Aujourd'hui, ce sont les Américains, et ils font un travail insatisfaisant. Mais ne vous inquiétez pas, demain, nous serons prêts à porter la voûte de l'univers sur nos propres épaules. » Je veux dire, c'est une image poétique, mais c'est une volonté politique qui est fermement exprimée et qui doit être prise au sérieux. Ce dépassement des États-Unis par la Chine, potentiel, est une transformation géopolitique. L'accumulation de richesses et de puissance par la Chine est un fait politique qui transforme notre vision du monde. Le fait qu'à l'Est, dans un Est plus proche, en Russie, une affirmation de puissance aussi nette, exprimée brutalement, en contradiction complète avec l'ordre du monde tel que nous essayons de le construire depuis 1945, ait pu être possible, et soit encore possible, et que les Ukrainiens se retrouvent dans une situation d'une très grande fragilité, alors même qu'ils ont fait preuve d'un héroïsme considérable, devrait nous inciter à nous dire jusqu'où cette affirmation de puissance. Qu'est-ce qui se passe après? Et comment est-ce qu'on est capable d'y résister? Au sud de la Méditerranée, des pays entiers au sud de l'Afrique du Nord, dans la bande sahélo-saharienne, sont en train de se défaire, de se désagréger, créant des espaces vastes où se réorganisent des groupes politiques, religieux, qui n'ont pas nos intérêts et qui vont vouloir les contester partout où ce sera possible. Notre monde est en train de se transformer à une vitesse grand V et nos intérêts sont en train d'être contestés à une vitesse grand V. Enfin, dernière transformation du monde qu'il ne faut pas perdre à l'esprit, même si parler de réchauffement climatique en Normandie est toujours un concept relatif. Notre planète se transforme et se transforme vite, et nous ne pouvons pas faire comme si ça n'arrivait pas. Nous ne pouvons pas faire comme si, dans notre débat public, on pouvait faire semblant que cela n'existe pas. Ces 4 transformations du monde, elles sont massives, et elles ne sont pas, je crois, suffisamment pressantes dans notre débat public. À ces 4 transformations s'ajoutent 2 éléments qui sont des éléments de remise en cause profonde du monde tel que nous le vivons depuis 1945 et même depuis un peu avant. Nous vivons depuis 1945 avec l'idée, qui n'a jamais été démentie depuis 1945, qu'il est mieux de vivre dans un monde qui pratique le multilatéralisme et que la démocratie libérale est le meilleur moyen de garantir la stabilité politique et la prospérité économique. Certains l'ont contesté, mais au fond, nous pouvons témoigner que depuis que nous avons choisi la démocratie libérale et depuis que nous avons mis en œuvre ou tenté de mettre en œuvre le multilatéralisme, la stabilité politique et la prospérité économique ont été garanties. Or, ces deux ressorts de notre vision du monde sont aujourd'hui très largement remis en cause. Le multilatéralisme a vécu dans plein de domaines et a donné lieu à des accords bilatéraux et à des accords de rapport de force. On voit bien l'attrait diminué du multilatéralisme dans la façon de gérer les affaires du monde. Et la démocratie libérale est remise en cause de façon directe, pas simplement par des régimes autoritaires, mais par des régimes qui considèrent qu'ils peuvent, avec des règles autoritaires, garantir aussi bien la stabilité politique et mieux la prospérité économique. Avec des mots différents, c'est ce que nous disent nos interlocuteurs dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient, dans un certain nombre de pays d'Asie, dans un certain nombre même de pays d'Afrique. Et donc notre vision du monde est en train de devenir accessoire par rapport à celle qui est présentée par des puissances qui émergent et par des pays qui s'enrichissent. Ça n'est pas rien, c'est même fondamental. Et nous ne le disons pas beaucoup, ou plus exactement, j'ai l'impression que nous ne le comprenons pas suffisamment. Enfin, dernier endroit où il faut être lucide, nous-mêmes, la France, avec un sujet qui m'inquiète et que je veux mettre en avant, qui n'est pas celui qui est le plus souvent évoqué, mais qui est probablement celui qui est au cœur des évolutions politiques que nous constatons depuis des années, celui de l'appauvrissement relatif des classes moyennes, et notamment de la classe moyenne populaire, c'est-à-dire de la partie la plus modeste des classes moyennes. En Italie, en Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne, en France, la classe moyenne populaire voit son pouvoir d'achat stagner, en Italie il diminue même, en Angleterre il a diminué en partie, voit son pouvoir d'achat et ses revenus relatifs diminuer.
Il n'y a pas de démocratie qui tienne durablement lorsque la classe moyenne populaire se trouve bien moins lotie année après année. La vérité, c'est que la promesse démocratique, ce n'est pas simplement une procédure, c'est aussi un système dans lequel les classes moyennes populaires voient leur avenir s'éclaircir. S'ils travaillent, si la stabilité est au rendez-vous, je ne dis pas que c'est facile, mais en tendance. Lorsque la classe moyenne populaire a le sentiment que le jeu démocratique se fait à son détriment, il n'y a pas d'exemple où la démocratie tient. Nous devons donc impérativement, et c'est une question qui est posée à nous tous ici, nous devons donc trouver un moyen pour faire en sorte que la classe moyenne populaire puisse, dans le jeu démocratique, dans le fonctionnement économique, avoir des perspectives bien supérieures à celles qu'elle a aujourd'hui. Ce n'est pas un révolutionnaire gauchiste qui vous dit ça, pas exactement, mais c'est un démocrate convaincu, qui sait qu'il n'y a pas d'espoir pour la démocratie si nous ne réglons pas collectivement ce problème, qui est un problème économique, bien entendu, mais pas seulement. Nous devons cesser de nous mentir sur un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Quand je dis nous mentir, ça n'est pas malveillant, c'est un fait. Je parle prudemment quand je m'exprime sur l'école devant Jean-Michel Blanquer. Mais il sait comme moi que là où en France, nous disons, avec une forme de fierté, ou en tout cas avec une forme d'ambition, que nous comptons sur l'école de la République pour fabriquer des républicains, nous vivons dans un pays où, depuis très longtemps, la caractéristique unique de l'école républicaine ou de l'école de la République, c'est que, plus que dans tout autre pays de l'OCDE, elle reproduit les inégalités sociales. Nous vivons avec l'idée que l'école de la République permet la promotion, qu'elle devrait permettre la promotion, et de fait, il n'y a pas un pays de l'OCDE, il n'y en a pas un, où les inégalités sociales de départ sont autant reproduites par l'école que la France. Ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas continuer à dire ce que nous disons avec une école qui fonctionne comme elle fonctionne. Ça n'est pas possible. Donc soit on change de discours, et on assume un discours qui n'a rien à voir avec le discours républicain, soit on change l'école, et on lui permet de remplir le rôle qu'elle doit avoir de matrice de la République. Nous devons être lucides sur nos dépenses sociales. Il y a une éviction de la dépense publique au profit de la dépense sociale. C'est-à-dire que nous dépensons de plus en plus, et que la proportion de dépenses sociales au sein de la dépense publique est toujours de plus en plus grande. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous ne sommes plus en mesure de financer ce que personne d'autre ne peut financer, c'est-à-dire les dépenses régaliennes. Nous devons reconnaître qu'il y a dans cette dérive de la dépense sociale quelque chose d'extrêmement malsain, car elle se fait, cette augmentation de la dépense sociale, à crédit, et qu'elle laisse donc ceux qui viendront ensuite dans une situation de beaucoup plus grande difficulté. Et il y aurait bien d'autres éléments sur lesquels nous devrions avoir la lucidité de reconnaître que ce que nous croyons ne correspond pas à la réalité et que les instruments que nous avons mis en place ne fonctionnent pas comme nous aimerions qu'ils fonctionnent. C'est vrai en matière d'immigration, c'est vrai en matière de fonctionnement de l'État, c'est vrai dans tellement de domaines que je vais passer à mon troisième point pour ne pas vous endormir. Mon troisième point, il est très simple, et il consiste à dire que le réveil du citoyen n'est pas simplement un appel à la lucidité, c'est un appel à l'action. D'abord à la mobilisation électorale, je peux le dire, on est vendredi matin, je ne vous dis pas pour qui voter, mais je sais que tout appel à la mobilisation, d'ailleurs vous n'en avez rien à faire de pour qui je vous dis de voter, vous avez bien raison, mais en revanche, je dis que nous vivons un moment où la mobilisation électorale doit être puissante, mais ne peut pas s'arrêter là. Je pense que l'appel à l'action, c'est d'abord l'appel à l'action de chacun d'entre nous, et pour ma part, je retiens l'exigence de clarté du langage et d'expression de principes. Il y a des moments où il ne faut pas trop tergiverser dans ce que l'on dit. On a le droit d'avoir des positions nuancées, je pense même que c'est bienvenu, mais il faut que ces positions nuancées s'appuient non pas sur des ambiguïtés, mais sur des principes clairement établis. Et puis je dirais, pour le dire dans une formule qui est peut-être un peu théorique, que cette action doit nous permettre à la fois de recréer des verticalités et de mobiliser des horizontalités. Nous avons besoin de recréer des verticalités. Nous avons besoin de recréer des verticalités dans un pays qui est liquide. Non, pas le pays qui est liquide, mais une société, une opinion qui est liquide, qui, dès que cela commence à pencher d'un côté, vroom, emporte tout sur son passage. Et la seule façon de lutter contre ça, c'est de recréer des verticalités bien implantées dans le pays. Verticalité politique en faisant en sorte que les partis puissent fonctionner, puissent, comme le disait David tout à l'heure,
proposer des idées, ce qui semble la moindre des choses, mais qui me paraît finalement pas si courant, puissent former des équipes, puissent reprendre le rôle historique et nécessaire pour un fonctionnement démocratique qu'ils ont eu et qu'ils doivent conserver. Recréer des verticalités et remobiliser des horizontalités pour faire en sorte que les citoyens puissent avoir leur mot à dire. Et enfin, dernière chose, là aussi je le dis de façon trop rapide et générale, mais il me semble absolument indispensable de recommencer à penser stratégie, de redévelopper un réflexe qui consiste à ne pas s'intéresser exclusivement aux 100 premiers jours du prochain gouvernement, à l'urgence qui est débattue sur les plateaux de télévision, à l'urgence qui est ressentie par nos concitoyens et qui est exprimée par eux, mais bien au sujet important. L'urgent n'est pas toujours l'important. Et l'important passe souvent après l'urgent. Mais si on veut pouvoir emmener un pays, créer de la cohésion, si on veut pouvoir compter sur les citoyens comme les citoyens peuvent devoir compter sur leur pays, alors il faut savoir où l'on va. Et il faut qu'il y ait dans ce pays, à nouveau, un discours stratégique, un projet stratégique, certains diront un projet politique, en tout cas quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne une direction à atteindre. Et je dis souvent que la France, peut-être à la différence d'autres pays, grande démocratie, est une nation politique. Ce n'est pas moi qui le disais, Renan le disait avant moi et encore bien mieux que moi. C'est une nation politique, c'est-à-dire que c'est une nation qui tient lorsqu'elle a un projet. Parfois, ce projet n'est pas bon. En tout cas, on peut le contester. La prétention universaliste de la Révolution française est à la fois merveilleuse et un peu arrogante, sans doute, mais au moins, elle dit où on veut aller. L'idée, par la colonisation, d'apporter la civilisation partout dans le monde est une idée dont on peut aujourd'hui reconnaître toutes les limites intellectuelles. Mais elle est un projet qui permet de faire avancer le pays. La revanche contre l'Allemagne, qui est un projet dont on ne peut pas dire qu'il soit totalement pacifique, est un projet qui a permis d'établir la République et qui a donné une perspective. La reconstruction. Bref, nous avons besoin, pour que notre pays se tienne, d'un projet. Notre pays ne se tient pas par une unité ethnique, il ne se tient pas par une unité linguistique, et il ne s'est jamais tenu sur ces deux principes-là. Il se tient par un projet politique. S'il n'y a pas de projet politique, s'il n'est pas perçu, s'il n'est pas ressenti, on pourra vouloir réveiller tous les citoyens qu'on veut, on pourra engueuler tous les responsables politiques qu'on veut, il n'y aura pas de direction. Tant qu'il n'y a pas de direction, la nation française ne tient pas. Alors, mesdames et messieurs, il nous faut, je crois, penser la construction d'un projet, d'une stratégie qui permette à la France de rester et de redevenir puissante, prospère, juste et libre. Et puisque nous sommes ici à Tocqueville, je voudrais terminer par une dernière citation de Tocqueville sur la liberté, parce qu'après tout, c'est par là que tout commence, y compris la devise républicaine. Il écrit les mots suivants « On ne saurait trop le dire, il n'est rien de plus fécond en merveille que l'art d'être libre, mais il n'y a rien de plus dur que l'apprentissage de la liberté. Il n'en est pas de même du despotisme. Le despotisme se présente souvent comme le réparateur de tous les maux soufferts. Il est l'appui du bon droit, le soutien des opprimés et le fondateur de l'ordre. Les peuples s'endorment au sein de la prospérité momentanée qu'il fait naître, et lorsqu'ils se réveillent, ils sont misérables. La liberté, au contraire, naît d'ordinaire au milieu des orages, elle s'établit péniblement parmi les discordes civiles, et ce n'est que quand elle est déjà vieille qu'on peut connaître ses bienfaits. Ces mots ont été écrits au milieu du XIXe siècle. Ils me paraissent d'une modernité et d'une actualité confondantes. Je vous remercie.